Mesdames et messieurs, le cours du jour concernant les automates programmables parlera de la logique en pneumatique. Alors les fonctions mémoire, le petit rappel donc concernant la symbolique. Ici vous aviez les bascules dites set reset ou en écriture et effacement. Ce sont des éléments qui vous permettent de donner en sortie QQ bar, donc une sortie logique ou une sortie logique inversée qui sera maintenu dès le moment où on aura envoyé un ordre, même impulsionnel, surtout impulsionnel, sur le plus, sur le 7, et sera reseté, sera remise à zéro dès le moment où on aura envoyé un front montant sur notre entrée reset. Ce sont évidemment des éléments qui sont très ennuyeux dans le cadre de l'industrie, puisque la détermination tue. C'est ce qui va permettre d'avoir un élément qui dit attention, j'envoie l'ordre, donc ma machine va fonctionner. Et en même temps, j'envoie l'ordre d'arrêter la machine pour une raison X ou Y, c'est admettons sécuritaire. Et ce qui va donner l'effet que la détermination, si elle n'a pas été gérée au départ, vous allez avoir la machine qui se mettra en route et qui va couper des personnes en deux, ou qui vont blesser, ou dans le meilleur des cas, juste faire du dégât matériel. Donc en industrie, on déteste les indéterminations. Donc cette fonction dite mémoire ou bistable ou bascule set reset, ce sont des synonymes, auront toujours une entrée prioritaire qui permettra de dire si c'est le set ou le reset qui doivent primer sur l'autre entrée. Donc en matière pneumatique, le principe de la technologie bistable ou bascule set reset, c'est la même chose. Il va falloir un distributeur SAEC2 qui va faire office de mémoire en fait. Donc c'est lui qui, lorsqu'on lui envoie un ordre, soit à gauche, soit à droite, qui va basculer sur une sortie ou sur l'autre. Si vous prenez le schéma logique de la bascule en écriture dite prioritaire, comme j'ai expliqué, le signal d'effacement va inhiber le signal d'écriture. Donc inhiber veut dire faire disparaître, rendre inefficace. Si vous regardez d'un point de vue logique, vous avez quoi? Si vous envoyez un 7 à l'entrée ici, si votre reset n'est pas enfoncé, ici vous inversez l'entrée, ça veut dire 7 j'envoie 1, ici j'envoie 0, inversé ça fait 1 et 1, ça m'envoie bien l'ordre de pouvoir basculer en 7 ma bascule. Si je ne fais rien, quelle est cette aille? Si je ne fais rien, je n'ai pas de changement. Si par contre j'ai 7 ici, un ici et un 0 ici, qu'est-ce que je vais avoir? 1 qui est inversé, c'est 0. 0 et quelque chose, c'est toujours 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui va partir sur le 7. Et par contre, le 1 va bien aller activer notre entrée reset de notre bistable. Alors, pour le cas où on a la fameuse indétermination dont on a parlé tout à l'heure, le fait d'appuyer deux fois, d'appuyer en même temps sur les deux boutons, vous allez voir quoi? Vous allez avoir un 7 avec un reset. Donc le 0, le 1 ici qui sera envoyé va être inversé et il nous donnera un 0. Donc quelle que soit l'entrée que l'on va avoir ici, et bien de toute façon, cette porte E va nous empêcher d'avoir un set qui se fasse de manière intempestive si on appuie sur les deux boutons en même temps. L'équation logique, donc c'est pour un set, il nous faut 7 et non reset, et pour un reset, il nous faut un reset. Un reset, sous-entendu, K- qui est l'ordre de reset de la bascule, et K+, qui est l'ordre de set de la bascule. Alors, ensuite, si on prend le schéma dit électro-pneumatique, donc que l'on mélange l'électricité et la pneumatique, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir donc votre réseau électrique en 24 volts. En général, d'un point de vue industriel, il fonctionne en 24 volts.
vous allez avoir votre système qui, si vous envoyez l'ordre sur le bouton poussoir ou l'interrupteur 7, vous allez avoir une mémoire K-reset qui est quoi? Qui est en fait la mémoire ici. C'est une, je vais dire un électroaimant qui va avoir un contact qui va nous ramener ici la sortie de ceci en fait. Okay. Donc, si la sortie inversée, bien évidemment, sortie inversée, si vous voyez bien, c'est normalement fermé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez un 7 et que vous n'appuyez sur rien ici, votre carry 7 sera bien actif, donc vous allez pouvoir envoyer un ordre sur l'électrovanne A et celle-ci va sortir. A l'inverse, si vous appuyez sur reset, carry 7 va basculer. Ici, on a la valeur de carry 7 qui est renvoyée à l'électrovanne A pour la faire rentrer. Si on appuie sur les deux en même temps, on s'aperçoit que en fait, on va avoir l'électro-aimant qui va s'ouvrir ici. Et quoi qu'il arrive ici, il n'y aura pas de changement sur l'électrovanne en sortie. Par contre, puisqu'on aura appuyé sur le reset, ben notre basculement va faire que on va avoir l'électrovanne qui rentre. Le symbole pneumatique se retrouve ici. Alors, schéma pneumatique pur, là, en pur, de nouveau, vous avez votre entrée inverseuse, vous avez votre borne E, et vous avez votre set et votre reset qui est envoyé ici, et le reset qui est envoyé sur l'autre côté du bistable. Comme on a vu la semaine dernière, sur les automates, la programmation en ladder va faire que vous aurez vos entrées set et non, BP-off, BP-on et non BP-off vont envoyer l'ordre sur l'électrovanne et l'électrovanne A va sortir, va faire sortir le vérin, autant pour moi, ainsi que le BP-off, lui, va faire rentrer le vérin. Donc finalement, la solution en ladder est beaucoup plus simple en logique informatique que en pneumatique ou en électro-pneumatique. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en fait, on peut également travailler sur un système set reset virtuel qui se trouve au niveau de l'automate et qui, plutôt que de travailler sur un système bistable via un distributeur SAC2, vous pouvez dès lors travailler sur du set et de reset sur une électrovanne en monostable. Les bobines que l'on a ici fonctionnent également sur un principe de set reset, donc entrée inversée via une seule bobine. Alors maintenant, en technologie monostable, donc avec une électrovanne qui serait montée avec un vérin simple effet, ou avec un système de distributeur simple effet, vous auriez quoi? Vous auriez une logique câblée, un logigramme qui serait de type écriture avec une boucle dite de maintien où on va rechercher l'ordre qui a été donné antérieurement. Et ce maintien se fera dès le moment où on a activé le set. Et le seul moyen ici, en logique, c'est de setter, d'amener un contact au niveau de la borne reset qui, au niveau de la porte E ici, quoi qu'il arrive, va inverser une des deux entrées et fera que et avec quelque chose qui est à 0, ou quelque chose plus exactement qui est qui est avec un et sur une entrée, eh bien vous aurez quoi qu'il arrive en sortie à 0, donc un relâchement du ressort ou un relâchement au niveau du distributeur monostable. Le schéma électropneumatique ici est évidemment quasiment le même que celui précédemment, si ce n'est qu'on ne fait plus intervenir une bobine mémoire, une bobine mémoire, mais on va directement intervenir sur un élément externe, sur un contact
virtuel, qui est le contact K, qui est en fait le contact de sortie de notre E. Alors pareil, le schéma pneumatique nous ramène à la sortie puissance de notre distributeur, nous ramène à A, ici sur une porte OU, dans lequel vous allez intégrer ce signal sur une porte E, qui inversé par l'entrée reset, va nous basculer notre distributeur monté en monostable. C'est évidemment un montage un peu alambiqué. Malheureusement, si on travaille qu'en pneumatique, on sera obligé de passer par ce genre de petit montage. En général, on n'aime pas trop, au niveau des ordres, d'aller mélanger un aspect ordre pneumatique avec un aspect puissance. Ça doit être, c'est d'ailleurs à ça que servent les distributeurs. On peut envisager carrément de travailler sur des réseaux indépendants, réseaux de pression indépendants. Ici, ce n'est pas l'idéal, mais c'est une solution qui fonctionne. Alors en automate, là, la solution est toute simple. On peut aller rechercher en entrée une valeur de sortie. Donc si on a un c'est le seul moyen d'ailleurs ici pour avoir un maintien. Sauf si on travaille sur un set reset ici en sortie. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est au choix. Alors évidemment, on a le pendant de ce qu'on vient de voir, où on avait le reset ou l'effacement qui était en prioritaire. Maintenant, vous pouvez faire la même technologie et c'est exactement le même montage. Je ne vais pas vous faire l'injure de réexpliquer, mais concrètement, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, c'est le set ou l'écriture qui est prioritaire par l'adjonction d'une porte E et d'une inversion de l'entrée 7. On est exactement dans les mêmes conditions. Pour information, c'est une astérisque qui, sur une bascule dans un schéma électro-pneumatique ou sur un schéma logique, sur un logigramme, on va retrouver toujours l'étoile qui symbolise la priorité, ici, soit sur l'écriture, soit sur l'effacement, soit sur le set, soit sur le reset. Ici, en l'occurrence, sur le schéma que vous avez devant les yeux, elle est en écriture prioritaire. Schéma électro-pneumatique, le même que tout à l'heure, mais inversé en set reset. En ladder, la même chose. En monostable, la même chose. Vraiment, on est dans le même élément, si ce n'est qu'on inverse le set et le reset. Alors, temporisateur maintenant. Là, ici, on va rentrer dans un domaine qui va nous intéresser assez fréquemment, puisque maintenir un vérin sorti ou maintenir un ordre pendant un certain temps qu'on ne connaît pas, peut toujours nous être très utile d'un point de vue technique en industrie. Nous avons ici en exemple une temporisation avec retard à l'enclenchement, c'est-à-dire que lorsque vous regardez le schéma ici, vous avez votre entrée qui passe à 1, votre sortie ne passe à 1 qu'après un certain temps, en sachant que l'entrée E doit être maintenue. Si vous la relâchez, la temporisation s'arrête de compter. Okay. Donc, admettons temporisation de 2 secondes, on appuie, notre entrée vaut 1, pendant 2 secondes, la sortie n'est pas active, et puis elle s'active, et elle se reset dès le moment où l'entrée reset. Le montage pneumatique fonctionnera de la manière suivante. Vous allez avoir un tampon, une capacité, un petit réservoir d'air, qui va se remplir au fur et à mesure que vous allez amener votre entrée à 1. Donc vous allez amener de la pression. Vous allez avoir un petit limiteur de débit, un réducteur de débit, qui va vous permettre de faire monter la pression lentement dans le ballon jusqu'à un seuil, jusqu'à une valeur de seuil, qui est le seuil d'enclenchement du vérin. Dans l'autre sens, on a un clapet anti-retour qui, lui, par contre, permet de vider rapidement la capacité. Donc la capacité est la capacité, le petit réservoir, se vide quasiment instantanément et permet comme ça de faire rebaisser la pression dès le moment où la valeur d'entrée disparaît. L'analogie électrique étant évidemment, j'ai parlé de capacité tout à l'heure, ma langue a fourché, puisqu'évidemment je pensais déjà ce qu'on allait voir, où en fait la capacité
est symbolisé par, enfin plus exactement le réservoir est symbolisé par la capacité, et l'étranglement, le réducteur, c'est la résistance. C'est ce qui va vous permettre d'augmenter ou de diminuer la constante de temps de charge du condensateur ou la constante de temps de charge de ici de notre petit réservoir. Si on prend l'exemple en ladder, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre capteur A1, donc qui est le fin de course d'un vérin, par exemple, pour dire attention, le vérin est sorti. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer une temporisation TD sur laquelle on va aller mettre deux paramètres, la base de temps, donc qui est ici en l'occurrence une seconde, mais ça peut être 10 millisecondes ou ça peut être 100 millisecondes, et le nombre de secondes, ici en l'occurrence 2 secondes, mais ça peut être 2 millisecondes ou de centaines de millisecondes que l'on veut faire patienter le système. Donc, on active, dès le moment où c'est activé, ceci commence à compter, et puis elle passe à 1 dès le moment où ceci est acquis. Donc, au bout de 3 secondes, elle va passer à 1. On se sert de la sortie ici, on va rechercher la valeur d'entrée en entrée. Donc autrement dit 0 pendant 3 secondes et puis au bout de 3 secondes elle passe à 1. Et dès le moment où elle passe à 1, elle fait sortir l'électrovanne. Enfin, elle fait sortir le vérin A via l'électrovanne A. Alors comme chaque fois, nous avons le pendant de la fonction que nous avions vue précédemment. Ici, c'est celle qui est à retard au déclenchement. Autrement dit, dès le moment où l'ordre disparaît, c'est à ce moment-là que l'on commence à compter. En matière pneumatique, ce sera la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on va évidemment inverser l'entrée et la sortie. On va inverser le clapet anti-retour et la notion d'entrée. Alors, pour le ladder, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la même chose de nouveau, une temporisation qui va être activée dans quel cas? Quand on sera avec une entrée qui sera non active et une sortie active. Donc dès le moment où la sortie est active, qu'est-ce qui va se passer? La temporisation va se mettre à compter. Et dès le moment où la temporisation passe à 1, on envoie un reset sur la sortie. Donc on envoie un ordre de rentrée au niveau du vérin. On peut également s'amuser à faire des petites bases de temps dites asymétriques où on peut avoir un retard au déclenchement et un retard à l'enclenchement qui soient différents en fonction des cas à étudier. C'est une petite application amusante, mais ça n'amène pas grand-chose d'intéressant. Alors, au niveau des compteurs, quel est le principe du compteur? Ça va être forcément de compter des coups, de savoir, ah, je suis passé X fois devant tel capteur, ou j'ai eu un certain nombre de fois un ordre qui est passé. À ce moment-là, je peux m'activer. Je peux envoyer un ordre de sortie à 1 pour dire, ah oui, mon nombre de coups est bien atteint. Donc elle permet d'effectuer le comptage ou le décomptage d'événements externes ou internes à la partie commande d'un système automatisé. Alors, le symbole, vous avez ici le symbole avec INC qui est l'incrémenteur, c'est ici que va arriver l'ordre. Le RAZ parce que vous avez besoin évidemment d'un moment donné de pouvoir remettre à zéro votre compteur, parce que si vous ne le faites pas, il va continuer à compter dès qu'il aura atteint son quota, son maximum. Eh bien, si vous envoyez de nouveau des impulsions, il va continuer d'incrémenter. Il faudra toujours passer par RAZ pour pouvoir remettre le comptage à zéro. Alors le compteur ici symbolisé par CU avec une présélection à 5. Donc là vous verrez lorsque vous amenez votre outil en sortie de compteur, vous cliquez 2 fois dessus et vous pourrez y mettre la présélection manuellement. Alors, incrémentation, c'est quoi? C'est par exemple le nombre de passages devant un capteur particulier. Au bout de 5 coups, ça passe à 1. Qu'est-ce qui se passe si ça passe à 1? Eh bien à ce moment-là, on a une sortie qui s'active.
sortie quelconque, une lampe, un verre qui sort ou un verre qui rentre, enfin, on fait ce qu'on veut. Et alors on envoie un reset au niveau du système pour compteur clear. À quel moment? Ben, quand on aura décidé de le faire. Soit par l'appui sur un bouton poussoir, soit un autre verre qui est sorti à un moment ou à un moment particulier. Ça vous permet ainsi de prévoir le coup avant de programmer, parce que si vous ne le prévoyez pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça va marcher une fois, il va incrémenter jusqu'à ce que la présélection fasse passer votre sortie à 1, mais après ça, toutes les incrémentations vont continuer à le faire compter 6, 7, 8, 9, 10. Vu que la référence elle est mise à 5, ben, il ne s'arrêtera jamais plus. Alors, on a trois paramètres très importants, trois remarques importantes concernant le système. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que pour le programme, on va utiliser un TD pour les timers et CU pour des compteurs incrémenteurs. On ne peut pas utiliser deux fois le même numéro. Et à savoir qu'un compteur et un incrémenteur, un compteur de temps et un incrémenteur, un compteur d'impulsion, logiquement, d'un point de vue logique, pour l'automate, c'est la même chose. Donc ce qui veut dire que l'outil qui est utilisé est le même, même s'il porte un nom différent. Ce qui est important, c'est sa numérotation. Donc vous ne pourrez pas avoir un TDE et un CUE qui sont dans le même programme. C'est très important de le retenir, sinon vous allez avoir systématiquement, et il y aura probablement un certain nombre d'entre vous qui l'auront, l'automate refusera à ce moment-là de compiler le programme. Alors, ne pas oublier évidemment d'activer le compteur à 0. Et alors on nous dit qu'il existe d'autres types de compteurs et de compteurs de temps et d'incrémenteurs. On n'utilisera jamais que ceux que l'on vient de voir. Impulsion, monoimpulseur. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le fait non plus de travailler sur une entrée et son état, et de scruter en permanence son état, mais de scruter quoi? De scruter sa valeur, son changement d'état. Donc autrement dit, pendant un certain temps, on a notre élément qui va être à 0. À un moment donné, il va passer à 1. Eh bien, entre deux cycles machines, entre deux, oui, je dis à deux cycles machines, vous aurez quoi? Vous aurez un regard, une scrutation des entrées. Si l'ordinateur, si le microprocesseur détecte que une des deux entrées, une entrée est passée de l'état antérieur, était à 0, il passe à 1. À ce moment-là, il y a une sortie qui passe à 1, le temps euh, d'un cycle de programmation, pour dire j'ai bien eu cette fois-ci un changement d'état. Ça permet d'éviter les problèmes de fonctionnement du style les rebonds avec un bouton poussoir, ou le fait de se dire est-ce que j'ai déjà appuyé, pas encore, etc. Oui, pas sûr, ça n'a pas encore démarré. Ici, ce n'est que le changement d'état une seule fois qui va envoyer cette impulsion de sortie et qui va l'amener à eux. Dans le programme ladder, vous verrez que en fait ça se symbolise par un petit P ou un petit N au niveau du programme de vos entrées. Lorsque vous cliquez ici deux fois sur l'élément d'entrée, donc vous avez amené un bouton ici, bouton poussoir, vous cliquez deux fois dessus et vous avez la possibilité de fonctionner en mode soit normal, soit impulsionnel, comme ceci, c'est-à-dire détection P pour front montant et N pour front descendant. L'exemple que vous avez sous les yeux vous montre le moyen en ladder de transformer un bouton poussoir en un système bistable, donc au moyen d'impulsion pour faire basculer un système on-off au niveau d'une sortie mémoire, qui peut être une sortie de puissance. Donc lorsque vous avez votre impulsion ici qui est amenée, donc vous appuyez sur votre bouton poussoir, vous avez une mémoire qui est
activer le temps de cette impulsion, donc juste le temps machine. Cette mémoire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner en parallèle, si la lampe est allumée, eh bien on va setter une mémoire. Par contre, si la lampe est éteinte, on va setter une mémoire. Si la lampe est allumée, on va resetter une mémoire. Et cette mémoire active quoi? Active la lampe, simplement. Donc sur base d'une simple impulsion, on allume la lampe ou on l'éteint chaque fois de manière inversée. Donc on simule un bouton poussoir par un interrupteur inverseur. Plus exactement, on simule un bouton inverseur, un interrupteur inverseur par un bouton poussoir. Alors là c'est l'équivalence en électricité toujours avec la charge du condensateur. Le symbole en électricité d'un système à impulsion sera toujours ici, les deux petits cercles qui montrent simplement que l'on va avoir un système et le petit trait ici qui montre que on va travailler sur le front montant ou sur le front descendant de l'interrupteur ou du bouton poussoir. On va introduire ici en notion de pneumatique le cycle en L, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'on va faire sortir le vérin A pour commencer. Que fait-il ce cycle en L? C'est quoi? C'est un vérin A qui sort, un autre vérin A qui sort, un autre vérin B qui sort, vérin B rentre, vérin A rentre. Donc A, B, B, A, B, B, A. C'est le cycle en L. Vous avez ici la symbolique pneumatique pour réaliser ce cycle. On verra plus tard en ladder comment le réaliser et surtout surtout c'est un cycle qui est très fréquemment utilisé. Alors, impulsion calibrée, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un ordre qui dure un certain temps, moins que la longueur de l'appui sur le bouton poussoir. Ça permet de faire quoi? Ça permet de stabiliser l'ordre et de se dire qu'on n'a pas qu'on envoie un ordre, on se fout de la durée de l'appui sur le bouton, on utilise uniquement une certaine durée de cet appui sur le bouton. Ça remplace un tout petit peu le principe du front montant, et ce de manière pour être sûr d'assurer un ordre qui dure un certain temps. Le chronogramme que vous avez nous montre quoi? Nous montre que on appuie un certain temps, notre sortie temporisée fait que elle s'allume au bout d'un certain temps qui est défini lui par contre et qui est plus court que l'impulsion, et notre impulsion vaut la durée de comptage au niveau de la tempo. Alors ici on a l'inverse, on a une impulsion qui va durer plus longtemps que la durée d'impulsion, à la durée d'appui sur notre bouton poussoir. En ladder, ça peut se simuler facilement. De nouveau, c'est un petit jeu mathématique et logique, mais ce n'est pas fréquemment utilisé. Pour ce qui est maintenant de l'adressage au niveau des automates programmables, c'est une notion très importante qu'il va falloir bien acquérir parce qu'elle est quasi universelle dans tous les automates. Ici, vous avez plusieurs exemples. En fait, le M3, c'est un ancien type d'automate qui n'a plus dans le laboratoire. L'IEC, c'est la norme internationale de notation. L'avantage, c'est que si vous avez programmé dans cette voie vos entrées et vos sorties, c'est que si un jour votre automate rend vous le remplacez par un autre qui a le même type de connectique en entrée et en sortie, et le même brochage, automatiquement vous pourrez faire fonctionner votre système sans devoir reprogrammer totalement votre machine. Alors, les automates sont toujours sous la forme suivante. Donc c'est un berceau, donc une grosse boîte, reprenant toute une série de cartes qui sont en fichier les unes après les autres.
La première étant toujours une alimentation, puis le CPU ou les CPU, hein, les processeurs, et puis alors toute une série de cartes d'entrée, de sortie, des cartes de traitement, des cartes de traitement de données, des cartes de comptage rapide. Enfin, vous avez énormément de possibilités dans ce domaine. La symbolique au niveau des automates Hitachi, c'est quoi? C'est toujours commencer par un X s'il s'agit d'une carte en entrée. Donc si ce sont des inputs, c'est X. Puis 0 à 15, c'est quoi? C'est le numéro du berceau. Vous pouvez avoir plusieurs berceaux en série qui permettent, si vous avez un berceau de 9 cartes par exemple, vous ne saurez mettre que 7 cartes d'entrée et sortie. Vous pouvez en avoir un deuxième berceau qui sera en esclave par rapport au premier, et sur lequel vous pourrez aller rechercher toute une série d'entrées et sorties complémentaires. Donc le premier chiffre correspond au berceau. Le deuxième chiffre, ici, donc premier chiffre berceau, le deuxième chiffre va être quoi? Va être le numéro de la carte, à savoir 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 cartes, vous commencez à compter à 0, donc vous êtes complet. Alors, ensuite, vous avez les deux derniers chiffres qui sont quoi? Qui sont les entrées ou les sorties au niveau de votre carte. Donc votre carte, si elle comporte 16 entrées, eh bien, la 12e entrée, ce sera si c'est la deuxième carte et la 12e entrée, ce sera l'entrée 111. En effet, on commence à compter à 0. Donc, deuxième carte, ça fait 0, 1. Donc, ça fait 1. 12e entrée, on commence à compter à 0. Donc, ça fait 11. Donc, l'entrée 011, c'est quoi? C'est l'entrée du premier berceau, de la première carte, de la 12e entrée. Pareil pour les sorties. Les sorties, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des Y avec la même numérotation. Vous pouvez très bien avoir une carte d'entrée, une carte de sortie, une carte d'entrée, une carte de sortie, une carte d'entrée, une carte de sortie, ou trois cartes d'entrée et trois cartes de sortie, ou deux d'entrée, une de sortie. Vous pouvez faire un mélange comme vous avez envie, à condition de l'avoir bien défini au niveau du programme de base, et à condition évidemment que que votre entrée et votre sortie commencent bien par un X ou par un Y respectivement. Le dernier point important que nous allons voir et que vous allez utiliser tout au long de la programmation en ladder ou en graph7, c'est la conversion d'éléments bistables en monostables. À savoir des vérins qui seraient qui seraient en double effet mais montés en monostable, ou des vérins simple effet montés en bistable. Il faut tout ça, il faut d'un point de vue logique pouvoir convertir. Donc ici, on vous montre comment en ladder convertir un monde dans l'autre. À savoir ici le bistable en monostable. Donc votre élément ici de set et de reset. Le set est activé par une entrée en mode normal. Donc quand elle vaut 1, eh bien le set est activé. Par contre, le reset est activé quand le set n'est plus actif. Donc automatiquement, l'électrovanne pour le double effet est donc converti en un élément monostable. En condensé, on a ceci. Alors, pour le bistable, ce sera la même chose. On va revenir. Pour le monostable monté en bistable, c'est exactement la même chose. Là, on fait un set et un reset sur l'électrovanne qui, si on travaillait en mode normal, s'activerait tant que cette entrée-là est active et le vérin rentrerait si l'entrée n'est plus active. Ici, si l'entrée s'active, on fait un set. Donc, d'un point de vue logique, d'un point de vue informatique, le processeur retient que la bascule doit être activée, donc l'électrovanne doit être active, et dès le moment où notre entrée n'est plus vraie, c'est l'inverse. On a notre vérin qui est reseté.
Ici se termine le cours du jour. N'hésitez pas à, comme d'habitude, m'envoyer vos questions par mail. Je vous souhaite une bonne journée.